Allez, on va entamer tout de suite la session sur la mort subite. Alors, ça va être une session passionnante. Parler de chaîne de survie. Monsieur le ministre va nous rejoindre en cours de route et on va démarrer tout de suite sans perdre de temps parce qu'il y a des choses à faire après. Il y aura l'inauguration, la remise des prix et tout ça. Donc, on va démarrer immédiatement. J'ai l'honneur de co-modérer cette session avec des sommités. J'ai à ma droite le professeur Wafé Fehri, qui est général dans l'armée tunisienne, professeur en cardiologie et chef de service de cardiologie de l'hôpital militaire. Elle est très pointue dans pas mal de domaines et en l'occurrence en matière de mort subite. À ma gauche, le professeur Iheb Labben, réanimateur à l'hôpital militaire aussi, et c'est notre doyen de la faculté de médecine de Tunis. Donc on a aussi invité deux experts français. Ça va être le professeur Éloi Marijon et le professeur Lameau, qui sont très pointus, très spécialisés dans ce domaine. Éloi Marijon est issu de l'école de Georges Pompidou, qui est le centre de référence en matière de mort subite. Lionel Lameau, c'est un professeur dans le SAMU de Paris et qui est le concepteur de Sauve Life. Et j'ai le plaisir de démarrer cette session par une introduction de 5 minutes. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de mettre en place les choses élémentaires dans la mort subite extra-hospitalière. C'est un privilège d'être parmi vous. Et ma première présentation va durer 5 minutes. Alors, la mort subite extra-hospitalière est un problème de santé publique majeur. Alors, c'est 15% de tous les décès et c'est un individu sur 1000. Donc, un décès sur 1000 individus par an, ça nous fait en Tunisie à peu près 11 000 décès par an, ce qui n'est pas rien. Et c'est d'autant plus lourd que ça touche des sujets en pleine productivité, en plein essor professionnel, des patients qui ont la cinquantaine, des hommes. Et quand on dit hommes de la cinquantaine, ça nous rappelle une chose, ça nous rappelle l'infarctus du myocarde. Et le pronostic est fâcheux. Et vous voyez par exemple, dans le continent européen, il y a une variabilité importante inter-pays. Ça va de 5% à 40%. Ça a été publié récemment pour les pays scandinaves. Ils sont à 40% de récupération. Et ceci tient essentiellement à la précocité de prise en charge de ces arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Alors, ce diagramme revient toujours, je le montre régulièrement, et illustre parfaitement la situation, parce que dans la population générale où le risque absolu est faible, mais c'est là où vous allez récolter le maximum d'arrêts cardiaques, et c'est des gens qui sont en l'apparence bien portants, et en revanche, les patients qui sont screenés, qui sont identifiés par l'hôpital, eh bien numériquement, ils sont faibles. Donc notre problème maintenant, c'est la population générale de gens qui sont a priori, en l'apparence, en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la cardiopathie ischémique dans 70% des cas, et vous voyez que ça peut être la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, comme vous le voyez ici, un infarctus inférieur classique, avec un phénomène R sur T, et ça déclenche sur une phase vulnérable une torsade de pointe qui va rapidement dégénérer en fibrillation ventriculaire. Ça, c'est la phase aiguë d'un infarctus. Mais ça peut être aussi une cardiopathie ischémique chronique sur une cicatrice fibreuse de réentrée. Le malade va développer une tachycardie ventriculaire monomorphe soutenue réentrante
et au bout d'un certain moment, ça va dégénérer en fibrillation ventriculaire mortelle. C'est la raison pour laquelle, et ça justifie largement l'emploi des défibrillateurs automatiques externes, et ça justifie leur diffusion très large au sein d'un pays bien déterminé, et ces AED auront toutes les chances de venir à bout des troubles du rythme ventriculaire malin qui sont dits choquables, parce que tous les rythmes ne sont pas choquables. Et d'autre part, vous savez que le cerveau, le tissu neurologique, ne nous laisse pas beaucoup de temps pour agir. Et il est classique de dire que chaque minute qui passe, c'est 10% de pronostic vital de perdu. Mais c'est vrai pendant les premières minutes, mais au bout de 4 à 5 minutes, la mort est quasi inéluctable. C'est dire l'extrême urgence de la situation. C'est la raison pour laquelle il faut scrupuleusement respecter ce qu'on appelle la chaîne de survie, qui va de l'identification de la victime, l'appel, le massage cardiaque, le choc électrique et les soins avancés. Toutefois, cette chaîne de survie vient d'être relookée en 2025 par l'ERC, European Resuscitation Council, en considérant le deuxième maillon qui va regrouper le massage cardiaque et la défibrillation. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes personnes qui devraient faire ça. C'est ce qu'on appelle les citoyens sauveteurs. Ensuite, les soins avancés. Le quatrième maillon est important parce qu'il faut maintenir à long terme les fonctions organiques, psychologiques et cognitives du patient. Et voilà, donc si on admet le principe de chaîne de survie, il faut comprendre qu'il n'y a aucun spécialiste qui peut travailler seul dans cette affaire. Il y a les cardiologues, mais il y a aussi les urgentistes, les réanimateurs, la réanimation médicale, la protection civile et bien d'autres intervenants. Merci beaucoup et je reviendrai pour la fin. Merci beaucoup, professeur Benhamer, pour cette belle introduction et nous invitons tout de suite le professeur Marie-Jean. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous, surtout sur un sujet qui m'est cher. Donc on va parler de la mort subite et je vais vous faire plutôt la partie prédiction, identification des patients à risque. Mais je vais commencer par quelques points d'introduction simples. Il faut se les rappeler. On parle de mort subite, on ne parle pas d'une maladie. On va parler d'un mode de décès, un mode de décès qui est très particulier, qui est unique en son genre, puisque vous allez être mort pendant quelques minutes, mais ça va être encore réversible. Et puis ensuite, ça c'est l'arrêt cardiaque, et puis après, vous allez vraiment décéder, c'est la mort subite. Vous êtes mort et ça n'est plus réversible. Et c'est ce temps de réversibilité qui va nous intéresser particulièrement. Comme l'a dit le professeur Benhamer, c'est un problème de santé publique. On a publié une évaluation en Europe. On évalue en gros à 250 000 cas en Europe et en Amérique du Nord chaque année. Au total, dans le monde, on peut évaluer à 4-5 millions si on fait une extrapolation, alors que l'on sait qu'il y a des continents entiers, notamment l'Afrique, dans sa globalité. On n'a absolument pas de données épidémiologiques importantes pour évaluer les choses. Alors, je voulais commencer par quelque chose. Vous avez vu que dans le titre, c'était mort subite cardiaque, sudden cardiac death, mais il faut bien garder en tête que la mort subite, c'est donc un mode de décès brutal, et que dans un tiers des cas, il n'est pas d'origine cardiaque. Et je crois que ça commence à être un point extrêmement important à garder en tête. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les cardiologues comprennent que la mort subite n'est pas forcément cardiaque. Et vous allez voir pourquoi il y a une espèce de biais de sélection qui va vous montrer pourquoi les cardiologues ont trop tendance à penser que la mort subite est forcément cardiaque. Il faut l'intégrer dans le raisonnement parce que si on ne l'intègre pas, on se rend compte qu'on va avoir beaucoup de mal à prédire une mort subite cardiaque si on met le tiers de mort subite non cardiaque dans le lot. Et c'est un exemple assez illustratif. Si vous prenez par exemple les femmes de moins de 50 ans à Paris et que vous regardez les causes de décès de mort subite chez la femme de moins de 50 ans à Paris, qu'est-ce que vous voyez en haut ? Que dans plus de la moitié des cas, ce n'est pas un tiers, plus de la moitié des cas,
la mort subite n'est pas d'origine cardiaque, essentiellement d'origine neurologique. Et un dernier point avant de commencer, c'est que ce biais que vous avez sur les causes cardiaques et non cardiaques est important à bien comprendre. Il a été publié il y a quelques années par l'équipe de San Francisco, qui vous montre bien que quand vous avez affaire à des morts subites qui meurent en préhospitalier, vous avez une proportion d'origine cardiaque qui est beaucoup plus faible que les malades qui ont eu la chance de survivre et que vous voyez vivants en réanimation et en cardiologie. Vous voyez bien que la partie rouge d'origine cardiaque arythmique, elle a tendance à augmenter en fonction du taux de survie. Et c'est embêtant parce que de façon globale, et c'est particulièrement vrai en France, on a un taux d'autopsie qui est extrêmement faible. Et comme on vous l'a dit, le taux de survie étant très faible, la majorité des patients décèdent sur place, ne sont jamais autopsiés et on ne connaît absolument pas la cause sous-jacente dans une vaste majorité des cas. C'est un souci. Alors, si on reprend véritablement les morts subites d'origine cardiaque, les étiologies, c'est relativement simple. Comme on vous l'a dit pendant l'introduction du professeur Benhamer, on a une très franche, large majorité de causes coronaires, qu'elles soient aiguës, lors d'un syndrome coronarien aigu, d'un infarctus du myocarde, ou sur un substrat chronique d'infarctus du myocarde ancien. Donc, dans 75-80% des cas. Dans 15-20% des cas, il s'agit d'une cardiomyopathie, qu'elle soit dilatée ou hypertrophique. Et dans 5-10% des cas, il s'agit d'une canalopathie, que ce soit un QT long, une TV catécholergique, un syndrome de Brugada, par exemple. Alors, quand on veut prédire une mort subite chez un patient qui a une maladie cardiaque connue, c'est-à-dire chez un patient que vous suivez à l'hôpital, eh bien, vous avez deux scénarios. Vous avez d'une part les canalopathies et certaines cardiomyopathies, qui ont leur propre stratification du risque, qui ont été publiées. Si vous prenez par exemple le Brugada, vous prenez la cardiomyopathie hypertrophique, vous appliquez des scores de risque bien identifiés, bien publiés, en général accessibles assez facilement. Vous calculez le score et vous évaluez le risque du patient. Mais dans la majorité des cas, vous l'avez compris, votre patient, il est porteur d'une cardiomyopathie dilatée ou d'une maladie coronaire. Et dans cette vaste majorité des cas, le seul critère que vous allez utiliser jusqu'à maintenant, c'était la fraction d'éjection. Et on sait bien que la fraction d'éjection, je ne vais pas le détailler, mais on connaît toutes les limites de la fraction d'éjection pour identifier le risque de mort subite. Très faible sensibilité, mauvaise spécificité, très mauvaise valeur prédictive. Et en fait, quand on réfléchit, pour faire simple, la fraction d'éjection, on ne l'a absolument pas choisie. Elle s'est imposée à nous à partir du moment où nous avons commencé des essais contrôlés, randomisés, testant des populations de patients avec une fraction d'éjection basse et qu'on a montré qu'il y avait un intérêt à poser un défibrillateur chez ces patients-là, en randomisé, la fraction d'éjection s'est imposée à nous comme critère principal pour stratifier le risque. Et on peut être un petit peu étonné de voir que la fraction d'éjection a pris le dessus sur tous ces paramètres du triangle de Koumel, tous ces paramètres qui ont bien été identifiés pendant plus de 30 ans et qui pourtant ne sont absolument pas étudiés et plutôt utilisés au quotidien dans la stratification du risque. Alors on a été très contents avec les recommandations européennes de 2022 parce que pour la première fois, dans toutes les recommandations sur la mort subite et les troubles du rythme ventriculaire, on a enfin pris en compte les données IRM et les données génétiques dans la stratification du risque. Les données IRM deviennent cruciales dans la stratification du risque des cardiopathies ischémiques et non ischémiques, et la génétique devient cruciale dans la stratification du risque de la cardiomyopathie non ischémique. Mais vous l'avez compris, on l'a déjà un petit peu abordé, il y a des challenges de toute façon dans la prévention primaire traditionnelle. Le premier challenge, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que la majorité des morts subites ne vont pas survenir chez vos patients porteurs d'une cardiopathie, mais ils vont survenir dans la population générale, chez des sujets qui ne sont pas connus comme étant porteurs d'une cardiopathie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, on en a parlé, c'est que la stratification du risque, elle est extrêmement décevante actuellement. Et le dernier, on ne l'abordera pas aujourd'hui, c'est que la solution qu'on propose aux patients à plus haut risque ne sont pas la panacée. Et on sait que les défibrillateurs sont quand même associés à un certain nombre de complications. On l'a vu dans la session de ce matin. Alors, si on veut faire de la stratification du risque en population générale, c'est un véritable intérêt. Le problème que l'on a, vous allez vite le comprendre, c'est que quand on identifie les sujets à risque de faire une mort subite, on tombe évidemment sur les facteurs de risque de maladie coronaire.
la maladie coronaire étant responsable de la majorité des morts subites en population générale, quand on fait les facteurs de risque de mort subite, on tombe sur les facteurs de risque de maladie coronaire, et on a beaucoup de mal à aller plus loin et à identifier véritablement la susceptibilité à fibriller au cours d'une maladie coronaire. Donc on a beaucoup de mal à avancer. Donc vous avez vu quand même l'illustration un peu décevante, comme quoi la prédiction de la mort subite, l'identification des sujets à risque est difficile, et que probablement il va falloir qu'on pense différemment, de façon complémentaire par rapport à la prévention primaire que l'on applique actuellement, et essayer de profiter de cette situation où à un moment donné, le patient va mourir, mais ça va être encore réversible, avant de mourir véritablement subitement, et d'identifier et de profiter de la situation du fait que en fait, la moitié de ces arrêts cardiaques extra-hospitaliers, avant de mourir subitement, ils ont des symptômes. Donc il y a probablement quelque chose à faire autour de la survenue de l'arrêt cardiaque. Un concept que l'on essaye de développer maintenant depuis quelques années, qu'on a appelé prédiction à court terme de la mort subite, avec d'un côté la prévention et la détection très précoce de l'arrêt cardiaque. Je pense que Lionel aura l'occasion de vous en reparler. Une détection très précoce de l'arrêt cardiaque qui va permettre donc une prise en charge la plus précoce possible. Et de l'autre côté, une prédiction à très court terme, c'est-à-dire comment identifier dans les minutes ou dans les heures qui précèdent le sujet qui va faire une fibrillation ventriculaire. Et je finirai par cet exemple qui est assez illustratif, qui vient de Paris et que je partage maintenant assez facilement depuis quelques années, parce que je trouve que vous allez voir le message est parlant. À Paris, on s'est organisé pour collecter l'ensemble des arrêts cardiaques pendant une activité sportive depuis maintenant plus de 15 ans. Paris, c'est Paris et Grande Couronne. Et quand vous regardez un petit peu le nombre de morts subites pendant le sport en région parisienne, vous pouvez voir que depuis 2005 à 2018, on peut être relativement satisfait de ce graphique qui montre une franche diminution du nombre de morts subites pendant le sport. Ce que je veux partager avec vous maintenant, c'est le schéma et le message qui est caché derrière ce graphique relativement simple. Et le message est extrêmement important, il est là. Le message, il est que la diminution du nombre de morts subites à Paris est uniquement le reflet de l'amélioration de la survie. Mais vous voyez en rouge un peu le rôle du cardiologue et du rythmologue. La prédiction de l'événement, vous voyez qu'en termes de nombre de cas d'arrêt cardiaque extra-hospitalier qui surviennent chaque année à Paris, c'est extrêmement stable dans le temps. Et donc cette amélioration de la survie chez le sportif, du fait d'un massage cardiaque immédiat et d'un usage de défibrillateurs quasi maintenant systématique, beaucoup plus systématique maintenant qu'il y a 15 ans, fait qu'on atteint près de 70% de survie après un arrêt cardiaque pendant le sport à Paris. Donc le challenge actuel, et ça va être vraiment le topo de Lionel Lameau, ça va être de démontrer et de voir qu'on a affaire à des challenges, là encore, pour appliquer la règle du sportif à la population générale. Les challenges, ça va être que, contrairement aux sportifs, eh bien, les arrêts cardiaques extra-hospitaliers dans leur globalité, 30% des cas sont sans témoins. Les témoins, ils ne sont pas toujours éduqués. 2/3 des arrêts cardiaques extra-hospitaliers surviennent à la maison et non pas sur un lieu public. Les défibrillateurs, contrairement aux lieux sportifs, ne sont pas toujours accessibles. Il y a toujours parfois des délais des ambulances qui arrivent et vous savez comme moi que le rythme choquable, il a tendance à diminuer avec le temps et engendrer un taux de survie extrêmement faible. Donc en conclusion, en quelle mesure dans les années qui viennent, ça va être assez rapide, ne croyez pas que ça soit 2050, dans les années qui viennent, en quelle mesure on va avoir un nouvel anneau à cette chaîne de survie qu'on a déjà introduit tout à l'heure, basé sur une anticipation de l'événement, anticipation sur une meilleure prédiction à très court terme, mais aussi sur une meilleure détection de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, en espérant que cette anticipation permette d'améliorer la survie. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Marie-Jean, pour cette présentation claire sur la mort subite cardiaque. Nous accueillons maintenant le professeur Lionel Lameau pour nous parler pendant 15 minutes. Chaque seconde compte, de la réanimation précoce aux soins spécialisés. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Pour discuter de manière un peu
transnationale, parce que moi, je ne suis pas cardiologue, désolé. Je suis urgentiste et anesthésiste réanimateur. Et donc, on essaye d'avancer un peu sur chaque seconde compte. Et c'est un peu ces nouvelles prises en charge qui vont faire un peu tout développer notre affaire. Donc, hop, ça, on va passer. Comme on vient de vous le présenter, l'arrêt cardiaque, c'est une cause majeure de mortalité dans tous les pays développés. Si vous regardez le schéma, on a un gros problème. Même si Éloi vous a annoncé que sur Paris, sur les sportifs, on était super bon, en population générale, on n'est pas bon. Et la progression globale de la mortalité, elle reste très stable, en fait. Les progrès sont relativement faibles, malgré tout. Et c'est pour ça que les recommandations, comme ça a été très bien présenté, on a une chaîne de survie qui a été adaptée. Cette chaîne de survie, elle est faite surtout pour la fibrillation ventriculaire, il faut bien l'avoir en tête, hein. C'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. Et il y a des maillons. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous ces maillons, ils sont interdépendants. Et les plus importants, finalement, c'est les tout premiers. C'est le citoyen. C'est un peu dur pour nous, les docteurs. Ce n'est pas notre travail qui va être le mieux. Si on veut vraiment sauver des vies, il faut miser énormément sur le citoyen. Alors moi, je fais beaucoup d'ECMO dans l'arrêt cardiaque, donc c'est un peu de déçoit, mais ça va ensemble. Et on va parler de ces deux maillons, c'est-à-dire ce citoyen sur lequel on doit aller à fond, et puis, ceci dit, des nouveautés qui, quand même, pour les corps médicaux, permettent de sauver beaucoup de vies. La première des priorités, c'est quand on reçoit un appel pour arrêt cardiaque, c'est que ça aille très vite. Ça veut dire qu'il faut former tous nos centres qui reçoivent les appels à ce qu'on appelle faire du dispatch, c'est-à-dire envoyer très vite les gens. Vous voyez que ça se joue en moins de 3 minutes, tout est joué. Ça veut dire que ça va très vite. C'est-à-dire qu'il faut que notre personnel soit entraîné à bien voir que c'est un arrêt cardiaque, et avoir des procédures très simples pour envoyer tout le monde. Et comme ça vous a été annoncé, 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Alors je ne sais pas chez vous, mais chez nous en France, moi je n'ai pas les moyens d'avoir un pompier derrière chaque personne. Et donc je ne peux pas avoir, notre temps moyen, nous en France, c'est 15 minutes pour qu'un pompier arrive sur place. C'est la moyenne nationale. Et c'est plutôt pas trop mal. Donc si on veut se dire, il va falloir que quelqu'un d'autre agisse. Et c'est votre voisin, c'est la personne la plus proche de nous, c'est le citoyen. Et c'est d'ailleurs les recommandations l'ont bien marqué, et elles ont marqué de manière très claire qu'on devait mobiliser tout le monde. Et le meilleur moyen pour mobiliser, c'est une application. Parce qu'on a tous un smartphone là dans la salle. Hein. Et s'il y a un arrêt cardiaque en face, je ne le saurais pas, et pourtant à 20 mètres, il y a quelqu'un en arrêt cardiaque. Le seul moyen, c'est d'être alerté par cette application. En France, on a développé une application qui s'appelle Sauve Life, qui va transformer nos citoyens en véritables héros. Parce qu'ils vont aller faire du massage cardiaque et sauver des vies. Il faut vraiment qu'on change le concept de la mort subite. Avec déjà le mot mort, c'est pas terrible. Il faut que pour les gens, ils puissent agir. Il faut leur dire que c'est des héros, que ce qu'ils font, c'est génial, qu'ils ne peuvent pas faire de mal, que tout ce qu'ils font, c'est très bien. Et quoi qu'il arrive, il vaut mieux faire quelque chose de mal que rien faire du tout. Parce que souvent, les gens, ils ont peur de mal faire. Alors, je ne sais pas, moi, je ne connais pas trop le concept de mort grave et mort pas grave. Ils sont morts et donc il faut agir. Ça, il faut y aller. Cette application, elle va permettre aux gens de recevoir une alerte, et s'ils veulent, ils peuvent dire qu'ils sont disponibles. Vous voyez qu'il n'y a pas de bouton de refus. Pourquoi ? C'est aussi pour un plan législatif, pour pas qu'ils soient embêtés en disant « j'ai refusé d'aider quelqu'un qui est en détresse ». Et l'autre point, c'est psychologiquement, pour pas que les gens aient une pression de se dire « ah, si j'y vais pas, je me sens pas bien, c'est pas actif, j'ai le droit de pas voir les choses ». Et après, ils sont guidés automatiquement par l'application. Principalement, les gens qui sont au téléphone dans les centres de réception d'appels des urgences n'ont rien à faire, c'est tout automatisé, ils vont choisir les gens. Et nous, de l'autre côté, par exemple au SAMU, on va avoir une cartographie comme ça qui va permettre de voir les personnes vers où elles vont pour pouvoir les appeler, pour les guider pour le faire de massage cardiaque, de pouvoir voir où sont les défibrillateurs, et c'est automatiquement, ils sont envoyés dessus, et on va pouvoir suivre la progression, et on va pouvoir les appeler. Aujourd'hui, en France, on a 800 000 personnes sur l'application, ce qui est un beau chiffre, ce qui veut dire que les gens sont prêts à y aller. Et il faut une mobilisation politique associée. Là, on voit par exemple que ces citoyens, on les met en valeur, ils sont dans notre Sénat en France, ils ont un diplôme qui a été remis par les sénateurs, et ce qui nous a permis par exemple de changer les lois, entre autres pour les protéger, et pour les défibrillateurs, je reviendrai dessus. Cette application, elle va permettre aussi d'avoir un contrôle visuel de ce qui se passe pour guider ce citoyen qui n'est pas un professionnel de comment on fait le massage cardiaque. Et donc, avec l'application, il va avoir la visio et il va pouvoir être aidé. On vient tout juste de publier des premiers rapports parce que l'avantage de Sauve Life, c'est que c'est national quasiment. On couvre 80 à 90% de la population française. Et les toutes premières années, on a pu montrer que 15% des arrêts cardiaques, un citoyen a fait du massage cardiaque avant l'arrivée des secours. C'est donc un bond en avant
pour des gens qui n'auraient pas reçu de massage cardiaque autrement. Et donc, on sait qu'on a une amélioration probable de la survie sur ces patients-là. On voit que sur un nombre très important d'arrêts cardiaques, finalement, les gens y répondent de manière très positive. Et ce qui est intéressant, c'est cette notion de communauté. Plus vous allez avoir de gens, plus la distance entre l'arrêt cardiaque et le premier citoyen va diminuer. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps faire des alertes pour maintenir en permanence, entre guillemets, éveiller notre communauté, pour qu'ils soient vraiment alertes pour y aller s'il se passe quelque chose. L'autre point, vous allez me dire, ouais, d'accord, ils vont masser, est-ce que tu changes quelque chose en termes de survie? Ok, tu fais repartir des cœurs, mais quelle qualité? Parce que ce n'est pas des professionnels, la qualité du massage. On a regardé ça de plus près. Vous savez que dans l'arrêt cardiaque, le score neurologique, c'est ce qu'on appelle le CPC, qui a 5 classes. Le 1 ou 2, c'est les meilleures classes, c'est-à-dire des gens sans séquelles ou très faibles séquelles. Et vous pouvez voir que sur la barre du haut, vous allez avoir globalement beaucoup plus de citoyens, de patients qui auront un bon pronostic neurologique quand ils sont massés par ces citoyens qui arrivent avec l'alerte. Donc, on masse plus, on a plus de reprise d'activité cardiaque et en plus, ils ont l'air d'avoir une meilleure qualité de survie. On vient juste de finir une étude randomisée sur 10 centres en France. Elle n'est pas publiée pour l'instant, les chiffres que je vous montre ne sont pas contrôlés, donc ne pas trop diffuser, merci. Vous voyez une amélioration très forte de la survie avec bon pronostic neurologique grâce à l'application. Là, on a un truc qui montre qu'on permet de sauver des vies de bonne qualité. Je vous rappelle un petit détail, l'adrénaline n'a jamais réussi à montrer ça. Et on l'a fait tous les jours. Donc réfléchissons où on investit notre temps, notre argent et notre volonté médicale dans tout ça. L'autre avantage, c'est d'avoir une cartographie des défibrillateurs. On a une cartographie relativement précise qui nous permet d'envoyer donc les gens chercher ce défibrillateur. Ils prennent des photos, ça envoie directement et ça va être renvoyé au ministère, je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus, quand ils en voient un qui ne marche pas, ils peuvent le dire. La dernière étude, alors elle est faite par les fabricants, 30% des défibrillateurs en France ne marchent pas, par manque d'entretien. C'est un vrai problème. En France, on a la chance d'avoir eu, comme je vous ai dit, la pression politique qu'on a mise, nous a permis d'avoir un registre national des défibrillateurs. Donc tout nouveau défibrillateur est enregistré. Je vous ai parlé de ces défibrillateurs qui ne marchaient pas, on a essayé de vaincre ça en prenant certains citoyens, en leur disant « je vous donne l'application et je vous donne un défibrillateur. Je suis sûr qu'il marche, je suis sûr que quelqu'un de formé va l'amener. » Et ça me revient moins cher parce que plutôt que d'en avoir partout, j'ai un défibrillateur et quelqu'un et je les répartis un peu correctement. On l'a fait sur la ville d'Angers et en 1 an, avec 20 défibrillateurs, 9 de ces défibrillateurs, de ces personnes qui avaient un défibrillateur ont été mobilisées. C'est-à-dire qu'en termes de santé publique et d'investissement, c'est extrêmement rentable, globalement. Et ça sauve beaucoup plus de vies. Donc c'est un point qui est important. Les défibrillateurs, ils sont en train d'évoluer très très rapidement. Ils sont plus petits, économiques. C'est en train de changer très rapidement sur le marché du défibrillateur. Et vous avez tous vu ces expériences de défibrillateurs par drone qui arrivent dessus. Alors on peut dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas trop. Ce qu'on a comme problème, c'est qu'ils arrivent sur place, mais que personne ne prend le défibrillateur qui est sur le drone. Donc ça pose aussi un problème. Donc on est en train de voir un peu comment le faire. L'avenir, c'est ça, c'est ce que Éloi vous a à peu près présenté, c'est la connexion de tout ça. On a aujourd'hui la Google Home, la montre, tout ça qui détecte l'arrêt cardiaque, même des chaussures qui détectent l'arrêt cardiaque maintenant. Vous allez vous effondrer, automatiquement tout va se déclencher, l'application va être déclenchée, vos portes de maison vont s'ouvrir, les citoyens vont pouvoir venir faire du massage cardiaque, le drone va partir, les ambulances en même temps. Tout ça, on a l'impression que c'est du futur, c'est dans moins de 10 ans, même dans les 5 ans probablement. Bon, passons maintenant à ce qu'on fait nous les docteurs. Globalement, l'algorithme des dernières recommandations, pas d'énormes changements, 2-3 petits mots. Une divergence entre les Américains et les Européens à propos de la double défibrillation. La double défibrillation, en tout cas en Europe, pas recommandée en 2025. L'étude Princeps étant considérée ne pas assez haut niveau, entre guillemets, scientifique. On ne peut pas changer les recommandations juste avec une étude. Ils attendent des confirmations pour aller plus loin. Par contre, il y a un point qui est essentiel sur la défibrillation, c'est le placement de vos électrodes. Il faut toujours bien vérifier qu'elles soient bien en place et correctement mises, parce qu'en fait, probablement, c'est ça le plus gros problème. Et c'est dû à nos mannequins qui ont souvent un bord carré, et donc on met l'électrode devant au lieu de la mettre sur le côté dans la vraie vie. C'est surtout ça le gros point de dysfonction de changement. Sur les médicaments, il n'y a quasi aucun changement. Sur la ventilation, si vous savez intuber, vous intubez, et vous faites de l'adrénaline, faute de preuves, on fait ça quand on n'a rien d'autre à faire.
Et le changement, globalement, c'est l'ECMO. Cette fameuse ECMO qu'on appelle dans l'arrêt cardiaque le CPR, qui est une machine qui va remplacer le cœur et les poumons quand le cœur ne repart pas. Je ne vais pas vous faire la littérature complète. Maintenant, on a plein de preuves, il y a plein de méta-analyses, il y en a quasiment une toutes les 2 semaines qui sort pour montrer que l'ECMO dans l'arrêt cardiaque, ça marche. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et d'ailleurs, les recommandations mondiales, si vous regardez, en tout cas les américaines, l'ECMO, c'est 2A dans l'arrêt cardiaque. Je suppose qu'ici, tout le monde utilise de la cordarone sur les fibrillations ventriculaires quand elles sont résistantes. C'est 2B seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de niveau scientifique de preuve et de recommandations surtout, c'est plus fort pour l'ECMO que pour la cordarone. Ça pose quand même des vraies questions. Et ce délai, il va être important. Vous voyez que dans l'arrêt cardiaque, en gros, c'est la grosse ligne noire, quoi qu'il arrive, après 40 minutes, il n'y a plus de survivants. Il n'y a plus personne qui sort vivant de l'hôpital. Et toutes les études qu'il y a eu sur l'ECMO, elles sont entre 50 et 70 minutes. C'est-à-dire que le groupe contrôle de ces patients sous ECMO, c'est que des morts. Il n'y a pas à discuter. La question, en gros, c'est est-ce que j'ai les moyens d'arracher un mort pour qu'il vive avec cette ECMO? Est-ce que j'ai la volonté de la mettre? Est-ce que j'ai les moyens techniques et les techniques d'organisation pour le faire? C'est ça la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, l'ECMO, ça sauve des vies de manière très claire. Les questions, c'est pour qui et en combien de temps? Pour qui, vous savez que c'est ce fameux no-flow, cette période sans massage cardiaque, mais on ne le connaît jamais vraiment. C'est toujours 0, 5, 10. Il n'y a jamais de 4, il n'y a jamais de 8. C'est toujours 0, 5, 10, donc on ne le connaît pas, ça veut dire ça. On a regardé, nous, si les gaz du sang, ça pouvait faire quelque chose, par exemple la biologie. Patient, 6,76 de pH, c'est mal barré quand même, globalement. Lactate à 17. Bon, on se dit que c'est plié. La photo, c'est le monsieur 2 semaines après. Je suis désolé. Ça ne va pas être le bon triage. Le triage, il est sur les signes de vie. On vient de changer de paradigme. Ce n'est plus le cœur qui m'intéresse, c'est le cerveau. Si votre patient il a un réflexe pupillaire, il gaspe ou il respire, c'est que son cerveau est en vie, on peut y aller. Que le rythme soit choquable ou non choquable, ça n'a rien à voir dans l'affaire. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'un patient qui a des signes de vie avec un rythme non choquable, ce qui est vraiment la majorité des patients qu'on voit en préhospitalier, il n'a pas d'indication. Lui, on peut l'exclure à 100%. C'est donc ce qu'on a retrouvé, nous, dans l'algorithme qu'on utilise tous les jours. Vous voyez qu'en haut, c'est signes de vie. Je ne vous ai pas parlé, mais évidemment, les neuroprotégés, les hypothermiques, les intoxications neuroprotectrices ou les anesthésies générales, par exemple les embolies amniotiques, on en sauve beaucoup aujourd'hui, maintenant, grâce à ça. C'est une indication à l'ECMO. Et les autres, c'est les fibrillations ventriculaires très réfractaires qui ont été massées tout de suite, globalement. Est-ce que ça marche? Nous, dans notre expérience, ça marche même très, très bien. Quand on a changé, on a mis les signes de vie, on est passé de 3% de survivants à 19% de survivants. Et quand on a commencé à baisser le temps en faisant de l'ECMO préhospitalière, on est arrivé à 38% de survivants sans séquelles à la sortie de la réanimation. L'autre point important, c'est le délai. 60 minutes entre le temps d'effondrement et l'ECMO. Ça va très très vite, c'est la course contre la montre. Et donc c'est pour ça que la question qui s'est posée, c'est est-ce que je la fais à l'hôpital, je prends mon malade, scoop and run et je fonce, ou est-ce que je la fais directement sur place parce que j'ai un médecin qui est capable de le faire et je m'organise comme tel? Oui, nous on a dit sur place. Pourquoi? Parce que si on regarde en termes physiologiques, c'est un papier de Minneapolis, regardez ce qui se passe par exemple sur le pH et l'artérial lactique acide, là, les lactates, pardon. À 40 minutes, il y a carrément un changement physiologique. Et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, à 40 minutes, il n'y a plus de survivants. C'est logique, ils sont acides, ils ont des lactates. Le seul moyen de les en sortir, même s'ils ont le cerveau vivant, le cœur ne repartira pas, il faut mettre une ECMO. Et c'est ce qu'ils ont montré derrière en disant que si vous voulez 50% de survivants, il faut que votre ECMO elle soit mise dans les 30 minutes. Alors là, il faut y aller. 30 minutes pour mettre une ECMO d'un arrêt cardiaque qui est dans la rue, il faut s'organiser, je vais vous dire. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir un esprit de logistique. On n'est plus dans un problème médical. On est exactement dans quelque chose que vous maîtrisez beaucoup plus, qui est le SAST+. Les recos, c'est un temps, 90 minutes. On a un temps pour déboucher l'artère. Si je ne peux pas le faire mécaniquement, je le fais par thrombolyse. C'est la même chose. Si vous êtes capable d'aller en moins d'1 heure à l'ECMO, allez-y, mais autrement, faites-le en préhospitalier, autrement, vous n'y arriverez pas. Nous, sur Paris, on a des petits soucis techniques. On a des vieux immeubles. On a du mal à descendre les gens, et puis on a une mairesse plutôt, qui a décidé de mettre la priorité au vélo. C'est un peu compliqué pour nos ambulances aujourd'hui. L'autre point, c'est quelle qualité de la réanimation? Je vous rappelle qu'on a eu un papier nord-américain qui disait que entre des patients qui sont réanimés sur place ou des patients qu'on amène à l'hôpital, ceux qui sont réanimés
À l'hôpital, qu'on a emmené à l'hôpital, 3% de survivants. Ceux qu'on a laissés sur place, 12% de survivants. Bah ouais, pendant le transport, qu'est-ce qui se passe? Vous freinez, vous accélérez, bah le sang il va des pieds à la tête, de la tête aux pieds. C'est pas bon pour le cerveau. Clairement, la qualité elle est très très mauvaise. Donc si on se dit qu'il faut aller vite et qu'en plus quand on les transfère c'est compliqué, eh ben vaut mieux le faire en préhospitalier. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Vous pouvez voir, c'est pas beaucoup de personnes, c'est les 3 premières personnes de l'ambulance plus 3 personnes supplémentaires. Au total, c'est 3 personnes, cette équipe d'ECMO. C'est donc organisable techniquement, globalement. Et voilà quelques photos. On est capable de le faire à peu près partout à Paris, dans le métro, dans la rue, dans les magasins, mais surtout à domicile, puisque 80% des arrêts, 70 à 80% des arrêts sont à domicile. Et il faut pouvoir les sortir directement. Elle a une photo qui fait surtout plaisir, que les Américains aiment bien. Le Louvre. On peut faire une petite visite au passage, si ça vous fait plaisir. Le radeau de la Méduse, la liberté guidant le peuple. Bon, ce n'est pas que de la visite, c'est aussi des survivants. L'ECMO préhospitalière est directement lié à la survie des patients. Et quand on avait montré à 1 an de recul, ces patients n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Et c'est quelque chose qui était très important pour nous, c'était de dire que les patients qu'on sauve, c'est des patients qui vont avoir un retour à une qualité de vie très très bonne, pas d'insuffisance cardiaque et retravail. Alors vous allez me dire, 52% de gens qui travaillent, c'est pas énorme. Je vous rappelle que notre population, elle a 55 ans en moyenne, et en France, à 55 ans, il n'y a que 50% des gens qui travaillent. Donc on a retrouvé le niveau de travail d'avant, globalement. L'ECMO préhospitalière, c'est un autre intérêt, c'est de pouvoir aller très très loin et du coup de donner de l'égalité de chance. C'est un vrai problème. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était de ne pas dire que c'était dans Paris intramuros, il fallait pouvoir aller partout, et c'est l'intérêt d'avoir une équipe qui bouge et d'avoir des survivants. Du coup, même les gens qui n'avaient pas de médecin en préhospitalier comme les Américains, ils appellent ça la French Way, et ils s'y ont mis. Ils ont créé des équipes de médecins préhospitaliers, et un peu partout dans le monde, quand on peut voir, il y a des équipes en Australie, aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, qui commencent à développer l'ECMO préhospitalière. Et cette année, où on va avoir des très gros résultats, on a 2 études qui vont sortir, une française et une hollandaise, qui vont montrer des doublements, voire plus, de la survie des patients qui sont cannulés en préhospitalier versus intra-hospitalier. Tout ça, ça s'intègre dans une équipe. On n'est pas tout seul. C'est vraiment la notion de cardiac arrest. C'est super important de travailler ensemble. Vous voyez Éloi qui a présenté juste avant, on travaille tous les jours ensemble. C'est vraiment tout le monde, avec les cardiologues, les réanimateurs et un peu tout le monde. Les biologistes aussi. Par exemple, cette semaine, on a eu, nous, une ECMO, 1 900 000 de tropo. Ça fait un peu beaucoup. La biologiste, elle a appelé en disant « je crois qu'il y a un problème ». Non, c'est un bon résultat. C'était une CMH d'une jeune femme qui avait fait un arrêt prolongé. Donc aujourd'hui, comment ça se passe à Paris? Quand il y a un arrêt cardiaque, on déclenche les citoyens, comme je vous ai dit, Sauve Life, les pompiers pour faire du massage cardiaque, les équipes de réanimation, et puis l'équipe d'ECMO qui va décider directement sur place. Alors vous allez me dire, ça doit coûter cher votre affaire. Comment on fait notre affaire? Bon, en fait, financièrement, ce n'est pas mauvais. Je vous rappelle que c'est des patients jeunes, actifs, qui vont retourner au travail. Donc, ils vont avoir le droit de payer des impôts derrière. Et ça nous fait tous plaisir. Il y a un autre point qui est le don d'organes. Une partie de ces patients-là vont pouvoir être des bons donneurs d'organes. Et l'autre point, c'est l'image positive qu'on va avoir dans cette affaire-là. On avait regardé à 1 an les donneurs d'organes, 20% de morts encéphaliques. Je vous ai dit qu'on sauve 20 à 30% de patients et 20% de morts encéphaliques. Ça veut dire que quand on pose cette ECMO, 1 fois sur 2, il y a un devenir personnel ou sociétal pour ces patients-là. Et comme vous le savez, la dialyse, ça coûte une fortune. Et donc, si on arrive à faire des transplantations rénales, le coût financier de toute notre affaire est très équilibré globalement. Et la qualité des greffons prélevés sur ces patients-là est de très bonne qualité. Pourquoi? Ils sont perfusés très vite, avec une bonne perfusion, et on a du temps. On peut se laisser le temps. On peut laisser le temps à la famille de prendre aussi une décision correcte, et on peut se laisser le temps pour que les organes soient bien perfusés. Pour conclure, en fait, on va un peu changer la vision des choses de l'arrêt cardiaque, avec probablement 2 phases. Une première phase qui est le citoyen. Il doit masser, défibriller. Son but, c'est faire repartir le cœur tout de suite. Vraiment très rapidement. Il arrive, il masse, il défibrille. Et puis après, finalement, on va switcher sur le cerveau et ça va être beaucoup plus l'ECMO qui va pouvoir prendre le relais, puisqu'aujourd'hui, c'est la seule technique, on va dire, avancée de réanimation qui a montré une amélioration de la survie neurologique. Donc c'est quelque chose de très important, nous laisser le temps
d'évaluer le patient pour voir s'il va survivre, faire un don d'organes ou décéder en réanimation. Et donc, la nouvelle chaîne de survie, pour moi, elle comprend un maillon. Et ce maillon, il est l'ECMO intégré, sans oublier les citoyens, parce qu'il ne peut pas y avoir d'ECMO s'il n'y a pas de citoyens. Et si vous êtes intéressé par tout ça, on fait des cours régulièrement sur Paris, sur l'arrêt cardiaque et l'ECMO. Merci pour votre attention. Merci Lionel pour cette vraiment, c'était brillantissime. Bravo pour cette présentation magnifique. On reviendra vers les questions à la fin de la session. Là, je vais introduire le professeur Chihab Ramdhani qui travaille à l'hôpital militaire. Il est réanimateur, mais aussi membre actif de la Commission nationale de lutte contre la mort subite. Chihab, marhaba bik, à toi la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on va voir ensemble les recommandations pour la récupération post-arrêt cardiaque. Donc là, après la récupération d'une activité cardiaque spontanée, c'est une bataille qui est gagnée, mais surtout pas la guerre. Donc là, il va s'installer le syndrome post-arrêt, qui est une tempête inflammatoire, sepsis-like, qui s'associe à une défaillance multiviscérale. Et là, l'objectif principal pour l'amélioration du pronostic, c'est la protection du cerveau. Et là, voilà, donc ce n'est que la première étape. Et il y a les recommandations de l'American Heart Association qui viennent de sortir en octobre 2025, sur lesquelles on va se baser. Donc, et cette pathologie s'accompagne d'une mortalité quand même qui est élevée, supérieure à 50%, et la majorité des décès supérieurs à 70% sont dus à un pronostic réservé neurologique et surtout à un retrait ou à une limitation de soins. Et la première phase, qui est la phase cruciale, le temps, c'est du cœur, mais aussi c'est du cerveau. Donc, les premières 60 minutes, ils visent à la stabilisation immédiate. Donc, c'est l'ABCDE classique, l'intubation, les soins spécialisés, maintenir une saturation artérielle acceptable entre 92 et 98% et une normocapnie. Il faut faire un ECG de 12 voire 18 dérivations et maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Et là, traiter la cause, c'est toujours d'actualité et il faut le faire d'une manière acharnée et très rapide. Et pour faire le diagnostic, eh bien, le scanner corps entier, surtout si on n'a pas de cause cardiaque qui est évidente, donc il est à faire d'emblée. La coronarographie, bien sûr, en cas de STMI, donc là, elle ne se discute pas, donc c'est une indication urgente. Il faut rapidement emmener le patient vers la salle de cathétérisme et faire le diagnostic. Sinon, en absence de sus-décalage persistant du segment ST, il faut, en cas d'instabilité hémodynamique, en cas d'instabilité électrique ou en cas de forte suspicion d'ischémie myocardique devant une douleur thoracique typique, des antécédents coronariens connus ou avec une modification dynamique du segment ST. Donc là, il faut rapidement faire une coronarographie. Pour les autres indications, la coro, elle n'est pas urgente. Il ne faut pas réveiller le cardiologue à 2 heures du matin. Et là, c'est soutenu par plusieurs études de bonne qualité, randomisées, multicentriques, et donc on n'en revient pas sur ça. Donc pour résumer, pour la coro, syndrome coronarien aigu ST+, ou ST- dans les indications qu'on a dit, surtout pas de coro systématique. C'est le patient qui est stable. Il faut assurer une stabilité hémodynamique. Là, la perfusion cérébrale, elle est très importante. Il faut maintenir une
pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure, au moins. Et donc là, dans ce cas, donc, il y a une perte d'autorégulation cérébrale et donc toute hypotension peut aggraver le pronostic cérébral. Donc des pressions plus élevées ne sont pas nécessaires. Il y a plusieurs études qui ont montré ça. Donc, cependant, donc, on peut, selon notre monitorage, donc, adapter nos seuils de pression artérielle si nécessaire. Mais en systématique, au moins une pression artérielle systémique supérieure à 65 mm de mercure. Pour le choix de vasopresseurs, donc que ce soit noradrénaline plus dobutamine ou adrénaline, le dogme de l'adrénaline, il n'est plus d'actualité selon ces recommandations-là. Et l'essentiel, c'est d'arriver à maintenir nos objectifs hémodynamiques. Le support mécanique, j'en reviens pas. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas systématique, mais en cas de choc cardiogénique réfractaire et en cas d'arrêt cardiaque réfractaire avec un potentiel de réversibilité, c'est un patient qui est jeune et un patient où on n'a pas de no-flow, donc il faut aller vers l'ECMO. Donc c'est un traitement qui change le pronostic de ces patients-là. Pour l'oxygénation, il faut être au juste milieu, éviter l'hyperoxie ou l'hypoxie, maintenir une saturation entre 92 et 98%. Je rappelle quand même que pour la saturation chez les patients qui ont une peau qui est foncée, on peut avoir des surestimations. Et là, donc, il faut toujours confirmer par une gazométrie et maintenir donc, notre saturation entre 92 et 98%. Et c'est une recommandation de classe A. Alors, pour la PaCO2, maintenir dans les seuils normaux 35 à 45. Donc, et pour la température, c'est le grand changement de ces recommandations-là. On a passé de la recommandation de l'hypothermie thérapeutique. Là, ce n'est plus indiqué. Il y a plusieurs études qui ont montré que maintenir une température normale, il fait aussi bien que l'hypothermie thérapeutique et ça évite tous les effets indésirables. Il faut cependant lutter contre la fièvre et maintenir une température inférieure à 37,8 et ceci pendant au moins 72 heures. Et ça a été confirmé par plusieurs études randomisées. Alors, pour les crises convulsives, il faut faire le diagnostic. C'est recommandé de faire un EEG idéalement en continu, mais au moins donc, il faut faire un EEG pour dépister les convulsions infracliniques. Il faut traiter ces convulsions. Pour les myoclonies, en absence de crise convulsive, il n'est pas nécessaire de les traiter. Ce qui est important, c'est d'avoir un pronostic et c'est l'enjeu majeur. Donc, mais ceci dit, donc, il ne faut jamais se baser sur un seul test. Donc, aucun test n'est fiable et spécifique pour prendre une décision aussi importante pour ces patients, pour la limitation ou l'arrêt de soins. Et il faut initialement réanimer les premières 72 heures et donc faire une discussion collégiale après ce temps-là. Et on se base sur une approche multimodale, donc clinique. Il faut au moins avoir 2 indicateurs, soit l'absence de réflexe pupillaire, cornéen, l'électrophysiologie en cas de tracé malin, donc burst suppression,
ou des signes au niveau des potentiels évoqués somesthésiques ou des critères radiologiques et ou biologiques. Après, donc, en cas de survie, donc, il faut faire, avant la sortie du patient et pour la famille aussi, donc, un dépistage des troubles cognitifs, des troubles émotionnels, détecter donc, ce qu'on appelle donc, la fatigue chronique, et ceci est une recommandation de classe 1. Alors, donc, ce qui est recommandé, c'est de traiter nos patients au-delà des recommandations. Les recommandations, c'est des garde-fous, ils sont à respecter, mais il faut individualiser aussi la prise en charge, préserver le cerveau et temporiser la décision pronostique au-delà des 72 heures. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Ravdani, pour cette excellente mise au point. Et j'invite sans plus tarder professeur Youssef Benamr pour nous parler de la stratégie à l'action, le plan national tunisien de lutte contre la mort subite cardiaque. Merci, professeur Fehri. Donc, notre bureau s'est lancé dans cette belle aventure pour améliorer le pronostic de nos patients, pour renforcer notre chaîne de survie. Alors, je me permettrai, avant d'aller dans le vif du sujet, de regarder un petit peu en amont de la mort subite. En amont de la mort subite, on est déjà classé par l'ESC parmi les pays à très haut risque cardiovasculaire. En amont de l'arrêt cardiaque et de l'infarctus, en fait, nos amis généralistes viennent de me communiquer un chiffre alarmant. Sur 5180 patients, un registre qui inclut des adultes au-delà de 18 ans, et sur la faute d'une hémoglobine glyquée supérieure à 6%, il y a 63,3% de prédiabétiques dans la population générale adulte en Tunisie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la situation est encore récupérable. Un prédiabète, ça se récupère. Les facteurs de risque, ça se récupère, mais il est intéressant de comprimer ces facteurs de risque pour diminuer l'input de l'arrêt cardiaque préhospitalier, donc de l'infarctus du myocarde. Donc en Tunisie, on aurait environ plus de 11 000 morts subites par an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des patients en pleine productivité qui ont la cinquantaine à peu près. Alors, est-ce qu'il y a des datas tunisiennes? Oui. Et leur mérite revient au docteur Allouche et au docteur Habib Ben Ahmed, je ne sais pas s'il est là. Et en 2014, ils ont publié une très belle série, Nécropsique, à propos des morts subites extra-hospitalières du nord de la Tunisie. C'est un registre prospectif. Et ils ont travaillé sur les critères sociodémographiques et cliniques de 500 patients autopsiés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Un âge moyen de 52 ans, sexe ratio à 3,6. Là aussi, ça rappelle l'infarctus du myocarde. C'est plutôt des patients d'origine urbaine qui n'ont pas un haut niveau d'instruction et souvent, ça survient au repos plutôt qu'à l'effort. Et la cardiopathie ischémique domine largement les étiologies. Une deuxième série nécropsique à Sfax, publiée dans Cardiologie tunisienne, sur 140 décédés autopsiés, âge moyen, encore une fois, 51 ans, et encore une fois, la première cause, c'est la cardiopathie ischémique, qu'elle soit aiguë ou chronique. Alors, finalement, la mort subite en Tunisie n'est pas sensiblement différente des séries occidentales, puisque, comme on le voit ici, c'est les coronariens en premier lieu, c'est quasiment les mêmes statistiques, les cardiomyopathies non ischémiques en deuxième lieu, et puis les canalopathies en troisième lieu. Alors, bien sûr, on revient toujours
vers cette chaîne de survie qu'on voudrait renforcer dans notre pays, et on y travaille de façon très sérieuse. Alors, la chaîne de survie fait l'objet maintenant d'un projet national qu'on essaie de promouvoir et qui doit être approché sous un volet médical, sous un volet institutionnel et sous un volet sociétal. Alors le médical, on en a parlé largement avec professeur Marijon, avec professeur Lamo. C'est un travail multidisciplinaire qui va associer les urgentistes, les cardiologues, les réanimateurs, la protection civile, etc. Alors le volet institutionnel est extrêmement important parce qu'il doit impliquer des ministères. Le ministère de la Santé, il chapeaute le projet. Le ministère de l'Intérieur, c'est la protection civile. Le ministère de l'Éducation, il doit inculquer aux enfants, il doit inclure dans les programmes des enfants la culture de sauvetage. Le ministère des Sports, c'est pour les éducateurs sportifs qui vont coacher dans les salles de sport et les terrains de sport. D'autre part, il faut aussi une commission juridique, c'est le cas au niveau du ministère de la Santé, pour travailler sur un certain nombre de lois qui probablement iront vers le pouvoir législatif. Il va falloir couvrir et protéger le citoyen sauveteur. Il va falloir élaborer des lois pour faciliter la diffusion des défibrillateurs automatiques externes. Le CNOM, pour des raisons évidentes, et l'INEAS, pour accréditer le travail et pour faciliter la rédaction des guides de bonne pratique. Volet sociétal, on l'a vu avec Lionel, citoyen sauveteur, c'est le premier maillon, c'est probablement le maillon le plus important, car si vous ratez le premier maillon, c'est cuit, c'est terminé, le patient est décédé, et puis la société civile a un rôle important à jouer. Alors, la méthodologie de travail, il y a une sous-commission qui travaille sur la formation et la sensibilisation des citoyens sauveteurs. Il y a une sous-commission qui travaille sur une plateforme à l'instar de la plateforme Sauve Life en France que Lionel vient de détailler. Une sous-commission qui travaille sur le juridique, une sous-commission sur les défibrillateurs automatiques externes et une sous-commission pour synchroniser le travail du SAMU et la protection civile. Alors, comment forme-t-on un citoyen sauveteur? Je crois que dans le parcours civique et dans le parcours éducationnel d'un citoyen, il y a beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Le service militaire, les sociétés savantes font régulièrement des apprentissages, la société civile, peut-être le permis de conduire, là aussi il faut une loi, les médias, les réseaux sociaux. Mais je crois que comme la scolarisation est obligatoire en Tunisie, il n'y a pas mieux que le parcours scolaire pour inculquer une nouvelle culture de sauvetage dès l'âge de 4 ans chez les Scandinaves, par exemple. Donc 4 ans, et puis après, progressivement, apprendre à ces enfants, petit à petit, la réanimation des victimes et des patients victimes d'un arrêt cardiaque. Pour notre part, nous avons déjà commencé. Alors, comme ballon d'essai, on est allé à l'avenue Habib Bourguiba, mais nous allons partir à l'intérieur du pays et faire beaucoup de séances de formation et de sensibilisation pour le grand public. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué une très grande interactivité avec le public. Le public est là et il veut apprendre, quel que soit l'âge, homme, femme, enfant, adulte. Alors, je crois que la chose la plus importante ici, c'est les enfants. Si on a un axe sur lequel il faut travailler, c'est les gosses. Pourquoi? Parce qu'il va falloir changer toute une philosophie qui est celle du sauvetage, du devoir civique du citoyen tunisien qui doit être un citoyen sauveteur. Alors, je remercie le bureau de la société qui vraiment, on travaille dans une ambiance extraordinaire et je suis vraiment fier d'être entouré par des gens aussi gentils, aussi compétents et aussi persévérants.
Alors, le citoyen sauveteur, c'est, comme a dit Lionel, c'est le héros. Il faut l'appeler héros national. Alors, héros, quelle que soit l'issue, parce que le pronostic est fâcheux, et donc même si ça ne marche pas, il restera tout de même un héros. Et comme a dit Lionel tout à l'heure, la peur de mal faire, mais en fait, quand on ne fait rien, c'est là où c'est une catastrophe à tous les coups. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut faciliter les gestes de réanimation et casser les tabous, médiatiser ces actions citoyennes et surtout couvrir ce citoyen sauveteur par un côté juridique, par des lois. Alors, notre plateforme sur laquelle travaille mon ami Chihab Ramdani, et on y travaille ensemble, qu'on va appeler Manqadh.tn, ça veut dire Manqadh, c'est sauveteur.tn, et donc on incite le citoyen à ne pas être quelqu'un qui est un spectateur, mais c'est quelqu'un qui est actif dans cette affaire-là. Alors, où installer les défibrillateurs automatiques externes? Donc, comme partout dans le monde entier, dans les espaces publics, les gares, les aéroports, les grandes surfaces, les terrains, les salles de sport, les grandes administrations, la commission des défibrillateurs doit réfléchir sur leur maintenance. On peut les voler, on peut les vandaliser. Il faut réfléchir à tous ces aspects de la question. Mais surtout, le législatif doit suivre et il doit imposer des lois pour que, dorénavant, nos salles de sport, nos terrains de sport, etc., doivent être pourvus de défibrillateurs automatiques externes. Et probablement que l'avenir ira vers des défibrillateurs miniatures, des défibrillateurs personnels, peut-être un à la maison, peut-être un autre en voiture, on verra bien, parce que ce qui m'intrigue un petit peu et ce qui me donne une certaine réserve, c'est la capacité de choquer de ces défibrillateurs. Ils sont à 60-70 joules, on peut en discuter. Or, on sait que pour venir à bout d'une fibrillation ventriculaire, il faut probablement un peu plus, autour de 150 à 200 joules en biphasique. La synchronisation SAMU et protection civile pour faciliter l'arrivée rapide des secours. Un mot pour la prévention. Pour la prévention, il faut favoriser les autopsies des patients qui décèdent. Pourquoi? Parce que ça peut rendre énormément service à l'entourage du patient. Si l'autopsie est blanche, il faut faire l'étude génétique. Là aussi, ça peut rendre énormément service. La prévention primaire, c'est la lutte contre les facteurs de risque, le traitement des cardiopathies, le traitement de l'hypertension, etc. Et encore une bonne annonce, c'est qu'il y a un comité de réflexion qui a été créé par Éloi Marijon et qui inclut un certain nombre d'intervenants qui réfléchissent sur la mort subite. Eh bien, la Tunisie, dorénavant, en commun accord avec le professeur Marijon, on va inclure une rythmologue fraîchement nommée, agrégée il y a 24 heures, mais qui est très brillante, de l'équipe de Sfax. Et j'espère qu'elle va intégrer rapidement ce groupe de réflexion avec Éloi. Donc, félicitations, Mariam, et merci beaucoup, Éloi, pour ta gentillesse. Alors, le take-home message, il faut scrupuleusement respecter la chaîne de survie. Travailler sur les enfants, c'est très important. Et là, je vais vous montrer une petite fille, une fillette. Si on lit dans ses yeux, on peut comprendre qu'elle est fière, qu'elle est heureuse d'avoir le diplôme d'un petit secouriste. En fait, on a eu l'autorisation de cette petite fille et surtout de sa maman, qui est notre vice-présidente, professeure Mariam Drissa, que je remercie. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour la Société de cardio et merci d'inculquer, de donner l'exemple à tes enfants pour inculquer une nouvelle culture de protection et une nouvelle culture civique de sauvetage. Merci de votre attention. Merci Youssef pour cette excellente présentation et une excellente introduction au projet, à ce projet. Vraiment félicitations d'avoir eu l'idée
Et je suis sûre que ce projet va se concrétiser avec les efforts de tout le monde à différents niveaux.